Au sommaire de ce journal, 7 jours après son investiture, Roch-Marc Christian Kaboré n'a toujours pas nommé un Premier ministre. En attendant la formation du gouvernement, nous vous proposons ce soir un sujet sur les défis auxquels seront confrontés le futur chef du gouvernement et ses ministres, des défis qui devront sans doute définir le choix des hommes du président réélu. Et pendant ce temps, le budget 2021, lui, a déjà été adopté, oui, un peu plus de 2000 milliards de francs CFA, caractérisé par une hausse de l'apport des ressources internes. Nous vous dirons pourquoi et dans quelles proportions. Et puis, dans ce journal également, nous vous emmenons dans l'univers d'un homme qui a choisi de se lancer dans l'esthétique féminine. C'est l'histoire d'Ahmed Ouedraogo, promoteur d'un salon de beauté pour femmes. Eh bien, c'est le grand format de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Cela fait une semaine jour pour jour ce lundi que Roch-Marc Christian Kaboré a prêté serment et l'une des premières décisions prises par le chef de l'État, vous vous en souvenez, eh bien c'est le décret de dissolution du gouvernement. Depuis, la prochaine équipe gouvernementale est toujours attendue. Les supputations vont donc bon train, notamment sur l'identité du futur Premier ministre. Difficile pour nous de lire dans la boule de cristal. On peut tout de même essayer de répondre à certaines questions, notamment quels sont les atouts que devrait avoir le chef de gouvernement ainsi que ses premiers ministres face aux défis et aux enjeux du moment. Abdoulazak Traoré. Une semaine après l'investiture du président réélu, c'est le suspense total à propos de la formation du nouveau gouvernement. C'est tout le pays qui retient son souffle. Qui sera le nouveau premier ministre burkinabé? Christophe Dabiré sera-t-il reconduit, comme il se murmure dans certains couloirs du pouvoir, ou sera-t-il remplacé par un bonzo du MPP ou un cadre issu d'un parti de l'opposition? Les supputations vont bon train, l'attente interminable, mais il sied de se poser cette interrogation majeure. Quel exécutif a pour ce dernier quinquennat de Roch Kaboré? Peut-être d'avoir des acteurs nouveaux qui puissent tenir un discours. Parce que j'ai l'impression que les acteurs qui ont géré hier sont discrédités par rapport au discours public. Vous ne pouvez pas venir dire aux gens il faut se confiner, il faut faire des choses, alors qu'on a vu pendant la campagne, tout. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il faut un gouvernement avec des figures nouvelles? Il ne faut pas reconduire les anciens ministres, peut-être? Moi, par exemple, je pense que du côté de la gestion de la Covid, et par rapport aux mesures, en tout cas d'alerte qui auraient pu être faites pendant la campagne, ce secteur a échoué. Ça, c'est objectif. Moi, un ministre qui laisse passer ces choses, un gouvernement qui vient me dire demain que la maladie est là, il faut que moi me restreigne dans mes libertés, je serai plus enclin à résister que si c'est une nouvelle personne qui me tient un discours nouveau. C'est ce que je dis. De nouvelles figures, mais surtout des ministres qui seront en phase avec les défis du moment. Et puis on prend la question sécuritaire, parce que c'est une question complexe qui interagit avec d'autres pays, le Niger, le Mali et nous, là-dessus. La question du dialogue social, par exemple. Donc, les discussions entre le ministre et ses agents, à mon avis, ne devraient pas excéder une quinzaine de jours ou un mois de dissension entre les... Mais on a remarqué que depuis 2016 et jusqu'en 2020, on n'a pas eu un mois d'accalmie entre les équipes gouvernementales et leur personnel. Ce qui est un élément important. Aujourd'hui, le chef de l'État donc, a la possibilité de corriger le tir. On va assister à cela. En plus de la grande question donc, de la réconciliation qu'il est en train de vouloir introduire dans son agenda. Et là-dessus, il va falloir un personnel qui soit beaucoup plus en mesure de maîtriser les grands défis de l'heure. Par exemple, vous n'allez pas envoyer quelqu'un qui est chahuté par son personnel discuter donc de la réconciliation, parce que déjà la question du dialogue social est une question minimale de cette réconciliation nationale. L'autre urgence concerne la gestion du front social. Ne nous trompons pas, le gouvernement peut-être a fait un forcing en 2019-2020, mais je ne suis pas sûr qu'après l'élection avec un nouveau gouvernement, les choses seraient si calmes. C'est une problématique qu'il faut affronter nécessairement. Cette lourde responsabilité de servir dans le gouvernement ne pourrait être assumée que si des valeurs de probité et d'intégrité sont mises en avant dans le choix des membres du gouvernement.
se convainquent certains. Il est bon que nous réhabilitons nos institutions et nos hommes politiques, qu'il y ait beaucoup plus de vertu dans l'action publique, beaucoup plus de vérité dans la parole publique, beaucoup plus de sincérité. C'est ce qui va réhabiliter les acteurs. Une équipe qui fera preuve de sincérité, mais aussi une équipe formée, loin des considérations tendant à assurer une succession après le deuxième mandat. Pour le juge Antoine Kaboré, Roch Marc Christian Kaboré doit à tout prix éviter de préparer un successeur au détriment des aspirations du peuple sous peine que l'idée n'empoisonne son dernier mandat. En attendant de connaître le nouveau Premier ministre, le chef des files de l'opposition politique, lui, est déjà connu. Et même s'il n'a pas encore officiellement pris fonction, il faut le noter, eh bien, Eddy Komboyogo parle déjà au nom du CFOP. Le président du CDP s'est prononcé justement sur le rôle qu'entend jouer l'opposition dans les 5 années à venir. C'était en marge d'une cérémonie de célébration du Nouvel An dans son fief à Toissé, dans le Passoré. Ambiance Justin Amonto. C'est avec joie et danse que le nouveau chef de file de l'opposition burkinabé Eddy Komboyogo est accueilli dans son village natal Toissé, situé dans la commune de Samba, à plus de 135 km de Ouagadougou. Une occasion pour l'homme politique Eddy Komboyogo de célébrer le nouvel an aux côtés des siens. Nous avons réitéré notre engagement cette année. Vous avez vu qu'il y a une grande mobilisation. Des représentants de tous les villages, les 3 cantons que compte la commune. Nous avons le canton de Samba, le canton de Rakwala, le canton de Batono, où moi-même je suis originaire. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que l'on célèbre cette fête-là. On s'encourage, nous prions Dieu Tout-Puissant pour que l'année qui vient, cette année, soit meilleure à l'année dernière. Nous avons eu tous les maux, il faut le dire. La Covid-19, nous subissons depuis 2015 les attaques des barbares qui occupent une partie de notre territoire, qui endeuillent chaque fois nos populations. Pour Eddy Komboyogo, l'opposition burkinabé sous son règne va mettre au premier plan le développement et la construction du Burkina Faso. L'opposition, c'est de défendre les intérêts supérieurs de la nation, c'est de défendre les intérêts supérieurs des Burkinabés, c'est d'aller sur les priorités, les attentes des Burkinabés. Je ne crois pas qu'une opposition doit faire du bruit. Je pense qu'une opposition doit prendre une ligne qui répond aux attentes des populations. Si vous l'appelez comme bruit ou je peux l'appeler comme vous voulez, mais nous pensons que nous sommes du côté des populations, nous sommes du côté du peuple, nous allons toujours défendre les intérêts du peuple. Cette présence d'Eddy Komboyogo est vivement appréciée par la population de Toissé. Nous lui présentons nos vœux de longévité et de santé. Comme vous le savez, Eddy est notre fils. Il a été un candidat malheureux, certes, mais nous prions qu'il remporte les élections de 2025. Pour le Burkina Faso, nous souhaitons paix, cohésion sociale et surtout la stabilité. On dit merci beaucoup à M. le Président Eddy Komboyogo qui s'est présenté ici aujourd'hui pour la fête on peut dire que la fête, chaque fois il fait la fête ici le 3 janvier. Mais cette fois-ci, il a fait comme un peu de rien, mais ce n'est pas pour les campagnes passées. Donc vraiment, on peut dire que c'était très très bien écoulé. Chaque 3 janvier, cette fête est célébrée ici, dans le fief du président du Congrès pour la démocratie et le progrès. Une tradition à travers laquelle l'homme politique reste en communion avec sa base. Avant d'aller à Toissé, Eddy Komboyogo a effectué une escale à Minicia, située à environ 30 km de Yako, dans la province du Passoré. On parle à présent de redevabilité, celle du conseil municipal de Toissé envers ses administrés en termes de gestion de la commune. Point positif, construction d'infrastructures scolaires et sanitaires. Quant au secteur de l'assainissement, eh bien, il y a encore des efforts à faire. Alexis Belemnaba. Éducation, santé, eau et assainissement, infrastructure, tous ces secteurs ont connu des réalisations au profit des populations de Toissé. Des réalisations faites entre janvier et décembre 2020 et qui se chiffrent à plus de 2 milliards de francs CFA. Tout cela est à l'actif du conseil municipal de Toissé avec l'appui de ses partenaires. La journée de redevabilité et d'interpellation citoyenne fait le point. Sur le plan de réalisation,
nous avons pu réaliser 2 écoles, nous avons pu construire une maternité et équiper aussi un CSPS qui était construit et qui n'était pas encore ouvert. Et nous avons eu aussi le marché de TEC qui est en construction et plusieurs réalisations, en tout cas, qui nous donnent beaucoup de satisfaction. Toutes les réalisations au cours de cette année sont estimées avec l'apport des partenaires techniques et financiers, sont estimées à plus d'1,2 milliard de réalisations. Des réalisations palpables. Seul souci pour la société civile, c'est la question de l'hygiène dans cette commune. Cette problématique est traitée par l'ONG Eau Vive qui a mené une étude montrant une quasi-inexistence des latrines conformes. Le taux d'assainissement est calculé en fonction des latrines qui sont homologuées. Le nombre zéro, ou disons l'effectif zéro qu'on a eu à donner là, en fait, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas de latrines homologuées fonctionnelles au niveau des différents villages. On a fait une enquête qui a concerné un certain nombre d'habitants et les résultats qui ressortent, bon, ça montre une certaine faiblesse de l'assainissement. C'est un peu pour marquer les esprits, un peu pour dire aux gens de ne pas faire certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a des latrines qui ont été financées par l'État. C'est comme le maire l'a dit, il y a 700 latrines homologuées qui ont été réalisées par l'État. Mais les gens ne clôturent pas et ce n'est pas fonctionnel. Donc tu arrives, tu trouves des dalles qui sont entreposées, il y a plein de latrines semi-finies qui traînent dans des cours, mais il n'y a pas d'utilisation. Conscient de la situation, le conseil municipal rassure que plusieurs actions sont entreprises avec l'État et des partenaires pour la réalisation de latrines. L'autre équation à résoudre, c'est le manque de produits dans les transformations sanitaires. L'engagement est pris par le maire pour résoudre ce problème. Notre taux d'assainissement est faible, mais nous avons entrepris avec des partenaires comme l'ONG Eau Vive à travers Songolam, il y a Plan International, et l'ONG Morija qui sont en train de nous aider pour la réalisation de plusieurs latrines familiales, sans compter l'appui de l'État. Nous avons 13 formations sanitaires et ce n'est pas facile de pouvoir doter toutes ces formations sanitaires en produits pharmaceutiques. Mais à travers leur COGES, ils acquièrent les produits au niveau de la CAMER et ces produits participent en tout cas aux soins des populations. C'est vrai, ce n'est pas suffisant, mais nous pensons qu'avec aussi l'ouverture d'une pharmacie moderne dans la ville de TEC, ça va contribuer à ce qu'il y ait plus de disponibilité de produits dans notre commune pour pouvoir bien s'occuper de nos malades. Le conseil municipal de TEC compte prendre à bras le corps la question de l'entrepreneuriat des jeunes. Il est prévu la construction d'un lycée communal et la réalisation de 11 forages avec l'appui des partenaires. La réalisation de 62 boutiques et 150 latrines sont également envisagées. Cela ne vous a pas échappé que nous sommes aujourd'hui lundi 4 janvier, premier lundi de la nouvelle année, première chronique éco donc de 2021, chronique éco. Ce soir, nous revenons sur le budget 2021 du Burkina, un budget estimé à un peu plus de 2 000 milliards de francs CFA. Fait marquant, il est caractérisé par une augmentation substantielle de l'apport des ressources internes. Pourquoi, dans quelle proportion et à quel prix? Les détails de Rémi Lambert-Nébier. Entré en vigueur depuis le 1er janvier, le budget de l'État exercice 2021 est principalement caractérisé par l'accroissement des recettes internes en prévision. 127,238 milliards de francs CFA de plus qu'en 2020, soit 7,61% de hausse. Les recettes internes ou ordinaires, faut-il le rappeler, sont constituées de recettes fiscales composées des impôts sur la consommation comme la TVA, les prélèvements sur les revenus comme l'ITS ou l'impôt sur les sociétés, et enfin les impôts sur la propriété et le capital.
Aux recettes fiscales s'ajoutent les recettes non fiscales et les produits financiers. Si cette orientation budgétaire dénote d'une bonne planification, cela relève tout de même de quelques contraintes majeures. La fin du PNDS et ses 18 000 milliards de francs CFA limitent les financements extérieurs en attendant l'adoption d'un nouveau référentiel sur lequel les bailleurs de fonds pourront s'aligner. Il y a également la fin du programme triennal de facilité élargie de crédit conclu avec le FMI sur la période 2018-2020 et qui a permis au Burkina de bénéficier jusqu'à présent de 84 milliards de francs CFA environ. Cela se ressent d'ailleurs sur les prévisions de ressources extraordinaires du budget 2021 qui connaissent une baisse de 19,21%. L'État étant par excellence un acteur économique très important, il devra dépenser. En effet, les dépenses de l'État en 2021 sont en hausse de 119 milliards de francs CFA, justifiées certainement par le contexte sanitaire qui prévaut. Elles sont aussi marquées par les dépenses de personnel ou masse salariale qui passent de 878 milliards de francs CFA en 2020 à 950 milliards de francs CFA en 2021, soit 59,91% des recettes fiscales. C'est loin des 35% exigés par les normes de l'UEMOA. Mais le Burkina Faso, à l'instar de 7 autres pays membres, bénéficie un tant soit peu de circonstances atténuantes dues à la suspension des critères de convergence pour cause de pandémie. 2021 sera l'année durant laquelle on prêtera ou on donnera moins. Alors, l'État ne misera que sur le civisme fiscal de ses citoyens. Venons-en maintenant au grand format de ce journal et direction Bobo Dioulasso, où un salon de beauté pour femmes n'a jamais porté aussi bien son nom, le salon Rêve des femmes. Et pourtant, il est le fruit du rêve d'un homme. Il y a 10 ans, Ahmed Ouedraogo s'est lancé dans l'esthétique féminine, de la pédicure à la manicure en passant par la vente de produits cosmétiques. Eh bien, Ahmed Ouedraogo a su triompher des stéréotypes pour exercer son métier de rêve. Jacob Zongo Soto Justin Dabiré. C'est déjà la longue file dans le salon de beauté de Ahmed Ouedraogo lorsqu'il fait son entrée pour débuter sa journée. Contrairement aux jeunes de son âge qui préfèrent exercer des métiers dits de garçons, Ahmed lui a préféré se consacrer à la beauté féminine. Dans son salon, on y trouve presque du tout pour l'esthétique féminine. Sa spécialité, la pédicure, manucure et la vente d'articles pour femmes. Un jour, j'ai vu une dame qui faisait ça. Donc le métier m'a plu. Donc en revenant seulement, je me suis endossé au hangar de la dame pour regarder son métier. Donc quand j'ai regardé son travail, ça m'a plu. J'ai regardé, bon, à l'école aussi j'étais fort en dessin. Donc j'ai vu que bon, si ce travail-là je peux faire. Donc j'ai commencé petit à petit. Bon, les gens m'encourageaient, d'autres qui m'encourageaient, d'autres aussi, voilà, c'est fou de moi. Ahmed a fait de son salon le salon Rêve de femmes depuis bientôt 10 ans. Et pourtant, les choses n'ont pas été faciles au début lorsque le jeune homme décide de se lancer dans le milieu de l'esthétique féminine. Il y a d'autres qui se moquent, qui disent que ça, c'est pas le travail des hommes, que c'est le travail des femmes. Vous voyez? Et ça fois aussi, ma mère est toujours noire. Il y a d'autres aussi qui ne veulent pas me saluer. Vous voyez? Et aussi, bon, on dirait que les aînés, ceux qui ont commencé le travail avec nous, bon, il y avait leur caractère pédophile. Vous voyez? Donc, il y a d'autres même qu'on les considère comme des pédophiles aussi. Il y a d'autres aussi qui disent que, bon, que ce n'est pas rentable. Malgré les critiques de ses parents et amis, Ahmed Ouedraogo se sent pleinement épanoui financièrement et socialement dans ce qu'il a décidé de faire de sa vie. Par jour, on peut recevoir plus de 200 personnes même. Mais à part les fêtes, après les fêtes encore, bon, les gens viennent petit à petit. On peut avoir 75 000 à 50 000, mais c'est pendant les fêtes, ça dépasse comme ça. Avec ça, en tout cas, je peux, bon, en famille, en tout cas, je prends toute ma famille en charge. Voilà, toute la grande famille même en charge. Une expertise dans le domaine de l'esthétique féminine de ce jeune entrepreneur, reconnu par de nombreuses femmes qui fréquentent son salon. Depuis à 6 heures, c'est tout de suite j'ai eu. En tout cas, c'est la satisfaction totale. Je suis venue, c'est des garçons qui nous mettent en valeur ici, on devient très belle. Vous-même, vous voyez par vous-même leur travail. En tout cas, c'est satisfaisant.
Amoureux de son art, ce jeune entrepreneur ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il ambitionne faire de ce salon un centre de formation où il partagera son savoir-faire. Des salons de beauté aux salles de classe. Ils ont choisi, eux, d'être enseignants formés à l'École normale supérieure de Koudougou. Ils sont 250 professeurs de mathématiques des lycées à avoir effectué une formation continue. Ce sont les universités d'été pour le renforcement des capacités académiques, pédagogiques et didactiques. Justin Amonto. Enseigner la mathématique nécessite une formation théorique et pratique de qualité. Pour dispenser cette matière au Burkina Faso, ils sont environ 250 enseignants de mathématiques à participer à cette première université d'été de l'École normale supérieure de Koudougou. On a beaucoup appris. Il y a des modules qu'on a vus au cours de ces 2 semaines qui vraiment nous causaient d'énormes difficultés dans l'exercice de notre métier. Grâce à Dieu, comme on avait aussi affaire à des encadreurs qui étaient vraiment à l'écoute aux petits soins, voilà, ils se sont donnés à fond, ils ont fait de leur mieux pour qu'on puisse comprendre le maximum. Pendant ces 2 semaines, ça a été vraiment bénéfique pour nous et on a eu la chance de voir les coniques, les arithmétiques. Et moi, personnellement, je n'ai pas vu ces chapitres-là quand je faisais la terminale D parce que c'est assigné à la terminale C. Cette université d'été 2020 est soutenue par l'Agence universitaire de la francophonie avec la subvention de l'Agence française de développement. L'objectif est de porter un appui à la professionnalisation des pratiques enseignantes et au développement de ressources. L'université d'été, c'est une formation continue à l'intention des enseignants de mathématiques pour améliorer donc les pratiques pédagogiques et didactiques. Pendant 2 semaines, les participants sont montrés très assidus et ça nous a beaucoup marqué. Les formateurs aussi sont motivés et nous, en tant qu'organisateurs, on ne peut que se réjouir donc la motivation des étudiants à accomplir donc l'activité, qui est une activité qui devait permettre d'améliorer l'apprentissage des mathématiques au niveau de la formation secondaire au Burkina Faso. Grâce au programme Apprendre, un autre groupe d'enseignants vont eux aussi bénéficier de la 2e vague de l'université d'été de l'École normale supérieure de Koudougou en août 2021 prochain. Le centre de l'AI pour mineurs en conflit avec la loi s'apprête à rouvrir ses portes après les événements tragiques de février 2020. Une réouverture précédée d'un atelier pour une meilleure préparation des activités à mener. Stéphanie Hien nous en dit plus. Il y a 10 mois de cela, le centre de l'AI, un établissement de rééducation et de réinsertion des mineurs en conflit avec la loi, était vandalisé. Pour cause, une jeune fille retrouvée sans vie à ses abords. Ce qui a conduit à la fermeture du centre. Près d'1 an après, les coupables courent toujours. On apprend que l'affaire est en cours au tribunal des grandes instances de Zignaré. Mais au regard de l'apport du centre dans la réinsertion sociale, un atelier est organisé ce jour pour la reprise des activités au profit des mineurs en conflit avec la loi. Alors, courant 2020, en février précisément, il y a eu un acte qui a rendu un peu difficile l'existence du centre et la poursuite des activités du centre. L'atelier d'aujourd'hui, c'est justement pour se donner les voies et moyens d'une reprise efficace et d'une meilleure reprise des activités du centre. Au cours de cette journée de réflexion, les organisateurs vont discuter et adopter un plan de reprise des activités et aussi mettre en place un comité d'accompagnement et de suivi de la mise en œuvre des recommandations. Ce qu'on souhaite à la fin de cet atelier, c'est un consensus autour de la reprise des centres avec un certain nombre de recommandations par rapport à ce qui pourrait être fait pour davantage raffermir la confiance entre les populations et le centre. On pense à tort ou à raison que c'est les mineurs, mais on ne sait pas trop quoi. Le dossier est en cours, donc on attend d'avoir les réponses au niveau judiciaire. Le centre bénéficie également de l'appui de l'UNICEF. Depuis son ouverture, il y a environ 15 ans de cela, le centre de l'AI a accueilli 523 mineurs et a permis à 470 mineurs de bénéficier de projets de vie. Les activités d'éducation et de formation professionnelle offertes par le centre sont entre autres la couture, le batik, l'informatique, la savonnerie, l'alphabétisation en moré et en dioula.
Actualité internationale maintenant. D'abord, ce drame qui s'est produit au Niger ce samedi. 100 personnes, toutes des civils, ont été tuées par les terroristes dans les localités de Tchoma et des Aroma d'Erey. Et bien hier, le Premier ministre nigérien s'est rendu sur place pour apporter le réconfort de l'État. Après le drame, le réconfort, le Premier ministre nigérien s'est rendu dimanche dans les localités de Tchoma et de Zaroma d'Erey, théâtre d'attaques terroristes perpétrées samedi, qui ont fait 100 morts, 70 à Tchoma et 30 à Zaroma d'Erey, des villes à 120 km de Niamey, la capitale. Mission du chef du gouvernement nigérien, s'incliner devant la mémoire des victimes et soutenir les populations affligées. L'objet de cette visite, donc nous sommes venus leur apporter le soutien moral. Nous avons présenté les condoléances du président de la République, du gouvernement, de la nation nigérienne, leur apporter un réconfort. Bridi Rafini a dénoncé une situation horrible. Le Niger lutte depuis des années contre les groupes djihadistes sahéliens dans sa partie occidentale et les islamistes du groupe nigérian Boko Haram dans le sud-est. Les attaques djihadistes dans ces parties du pays ont fait des centaines de morts depuis 2010. Environ 500 000 personnes ont dû fuir leur maison selon l'ONU. C'est dans ce contexte que le pays se prépare à organiser le second tour de son élection présidentielle. Et puis, pour terminer, sachez que le lanceur d'alerte Julian Assange ne sera pas extradé aux États-Unis comme le réclamaient les autorités américaines. En tout cas, pas pour le moment. Ce lundi, un juge britannique a rejeté la demande d'extradition de Julian Assange. Mais attention, ce feuilleton qui dure déjà plusieurs années n'est pas encore fini. Devant la cour de l'Old Bailey à Londres, des cris de joie ont accueilli l'annonce tant attendue par les soutiens de Julian Assange. Le fondateur de Wikileaks ne sera pas extradé aux États-Unis, pas cette fois. La justice britannique s'y est refusée, invoquant le risque d'un suicide. Pour la juge, les conditions de sa détention outre-Atlantique et notamment son placement à l'isolement risqueraient d'aggraver son état. Merci de célébrer le fait que le système pénitentiaire américain est tellement mauvais que même cette juge n'y enverrait pas Julian Assange, a martelé ce partisan. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. L'avocate avec qui l'Australien de 49 ans a eu 2 enfants s'est adressée à Donald Trump, lui demandant de renoncer à poursuivre son compagnon pour espionnage. Monsieur le Président, abattez les murs de la prison, a-t-elle plaidé. Faites que nos petits garçons retrouvent leur père. Libérez Julian, libérez la presse, libérez-nous tous. Le gouvernement américain a annoncé son intention de faire appel. Les avocats de Julian Assange vont quant à eux demander sa mise en liberté lors d'une audience mercredi. Il est poursuivi par l'administration américaine pour avoir diffusé plus de 700 000 documents classifiés. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci encore de votre fidélité renouvelée. Demain donc, rendez-vous ici même à 19h30, à 13h. Vous aurez rendez-vous avec Mamounata à Kaboré. Mais restez sur BF1 tout à l'heure à 21h00, le Sport Time avec John William Somda. Au revoir, bonsoir.